Auch von meiner Seite aus herzlich Profitez un peu de la willkommen. pause. Je vous souhaite aussi la bienvenue maintenant à la table ronde numéro 2. Je me réjouis, j'étais vraiment très contente lorsque Robert Haenel m'a demandé si je voulais être l'animatrice de ce panel et j'espère que je vais correspondre à la confiance. Je m'appelle Jutta Rüthlin, ça fait 20 ans que je travaille comme administratrice judiciaire dans la S. Je fais partie de WAS Rechtsanwälte. Nous avons à peu près 50 collaboratrices, collaborateurs. Alors, c'est tout pour moi, sauf que j'aimerais encore dire que maintenant je fais partie du comité du VID, je m'occupe des finances et aussi je suis la directrice de notre comité des affaires courantes ou les affaires d'entreprise. Alors, nous avons beaucoup de choses à faire maintenant, 4 sujets que nous avons identifiés et on s'est dit qu'éventuellement on ne pourra pas tout faire, on va essayer de donner notre mieux. J'aimerais vite présenter les autres panélistes. Annelies van der Schee, Ladies First, elle est partenaire depuis 1990 de Van Bentem en Groyem à Utrecht et elle est avocate et administratrice judiciaire. Elle est chef d'équipe et depuis un certain nombre d'années, elle est aussi avocate allemande. À cause de ses connaissances bilingues d'allemand, elle est parfaitement bilingue, elle est responsable et pour les clients flamands, néerlandais et allemands parce qu'elle peut expliquer les différents problèmes, avantages des deux systèmes. À côté de son travail d'avocate, elle est responsable de différents autres comités. Elle écrit des articles et elle est aussi dans le podcast Leer of Vlegel, où elle invite aussi régulièrement des invités. Entre 2001 et 2016, elle était la présidente d'Insolat, c'est l'association flamande des praticiens de l'insolvabilité. Après, elle était membre du conseil de Insolgroup et maintenant, elle s'occupe du groupe pratique de la restructuration et de l'insolvabilité. Puis je continue avec Jean Varan, à gauche d'Alice. Jean Varan est un autre praticien. Après ses études de finance et de droit à Toulouse et à Paris, il a travaillé chez Air France où il a dû traiter tous les problèmes de cette compagnie-là. En 2006, il est partenaire de CBF Associés et administrateur judiciaire. L'entreprise se trouve en France métropolitaine, mais aussi au-delà, à Toulouse, Bayonne, Paris. Et j'ai bien regardé, elle travaille aussi à Bayonne. Je l'ai déjà dit, Jean Baran est administrateur judiciaire. Il a fait des études de master en finance et en comptabilité. Il a fait un doctorat en droit d'affaires international, spécialisation en anglais et en espagnol. C'est aussi quelqu'un qui est un membre de beaucoup d'associations, de Insol International depuis 2012. C'est quelque chose qui concerne toutes les autres personnes, Insol Europe aussi, et il fait aussi partie du comité de coaching, si j'ai bien compris. Puis membre du comité du conseil national, du comité de direction. Michel Mandjuk, il est à l'université de droit de Paris-Sorbonne, co-directeur de... Vous avez entendu? Il enseigne le droit d'affaires international ainsi que le droit international et national de l'insolvabilité. C'est les études de master que vous avez entendu, qui a été inauguré en 2010 sur son initiative. Puis, depuis 2009, il est le directeur de... C'est une revue, justement. Et à côté de son travail académique, universitaire, il travaille aussi comme consultant et dans d'autres domaines. Donc, je vais d'abord m'adresser à Jean-Luc Tholon. Il est
c'était un professeur extraordinaire à Strasbourg et à Paris, professeur d'insolvabilité. Il forme aussi les futurs magistrats à Paris et à Strasbourg. Il est un expert ancien. Il est aussi un auteur de différents textes ainsi qu'expert pour la directive de 2019 et la directive actuelle qui vise l'harmonisation. Puis, Christoph Tohle, en 2019, il a travaillé, il a fait sa thèse justement dans le domaine de l'insolvabilité. Entre 2010 et 2016, il a enseigné à une chaire de l'économie, Madame parle trop vite, à Tübingen. Depuis 2016, il est directeur de l'Institut justement de droit européen de l'insolvabilité à la ville de Cologne. Depuis 2021, c'est un directeur de l'Institut du droit d'avocat et actif dans le domaine juridique de notre métier. Alors, il parle toujours de restructuration, d'insolvence et avec ses différentes références au droit de société. Auteur de nombreuses publications, commentateur des textes relatifs à l'insolvabilité à Munich. Je souhaite la bienvenue à tous les participants, toutes les participantes. Ce sont vraiment les experts les plus exquis, mieux choisis. Et j'aimerais donc pour donner mon introduction. Au début, on nous a dit félicitations. C'était ça que, au fait, l'annonce qui a été faite dans l'introduction. Oui, de mon point de vue allemand, je peux dire qu'on peut dire qu'il y a une félicitation des comités de créanciers ainsi que les directors' duties, les autres aspects où nous sommes vraiment tous d'accord que il y a énormément de bonnes choses par rapport à cela, mais aussi dans le domaine de asset tracing. Donc, nous allons peut-être dire nos félicitations à la fin et commencer par les sujets les plus difficiles et les plus controverses. Nous aimerions commencer par le premier article. D'un point de vue allemand, nous avons déjà parlé du fait que les actions en contestation, c'est ce qu'on a vu par rapport à l'action en contestation. On connaissait déjà beaucoup de choses. Les délais sont moins longs que dans la loi allemande. Mais d'une manière générale, nous partons de l'idée que puisque nous parlons des délai minima, il n'y a pas beaucoup de besoin de changer par rapport à la loi allemande. Alors, j'aimerais bien poser une première question, et on en a déjà parlé au début. Est-ce que les règles de contestation existent déjà dans la loi néerlandaise, et quelles sont les différences? Tout d'abord, j'aimerais dire merci beaucoup à cette invitation. C'est vraiment très sympathique de pouvoir parler ici. Je viens de Pays-Bas et c'est un petit pays par rapport à la France et l'Allemagne. Pour les Pays-Bas, l'intégration et l'harmonisation du droit européen est un sujet très important et je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe tous parce qu'on aime bien faire avancer les choses. C'est pour ça que nous sommes là. Bien sûr que toutes les difficultés politiques que nous avons déjà entendues ce matin, je les respecte. On les a entendues déjà un peu dans le détail. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui défend les directives. Et j'ai une bonne raison pour cela, parce que mes clients n'attendent pas forcément la mise en place d'une directive dans 27 différents pays où l'Allemagne doit en quelque sorte prendre un peu de recul par rapport au droit de contestation. Ce n'est pas le cas de ce genre-là. Nous avons une Actio Pauliana aux Pays-Bas qui
connaît deux bases. Une pour les actes pour les actes obligataires et les non obligataires. Par exemple, le paiement d'une facture. Le droit néerlandais pense toujours qu'à tout moment, cela peut être payé, même peu avant la mise en faillite, même sans qu'on puisse faire une contestation à ce niveau-là. Les dangers d'une mise en contestation, c'est lorsque la demande d'insolvabilité a déjà été posée ou lorsque le créancier et le débiteur ont dit ensemble « je ne vais plus honorer aucune des autres dettes, seulement celle-ci, quand je fais mon choix ». Ça, c'est le seul moment où on peut mettre en question une facture. Et des fois, après 7 ans, il y a encore des personnes qui demandent à ce que de l'argent soit payé, de l'argent qui a déjà été encaissé. Pour cela, c'est complètement incompréhensible et nous n'avons pas un système de ce genre. Nous regardons toujours qui est mis en défaveur. En défaveur par rapport à la masse. Il y a beaucoup de... On regarde toujours quelle personne est mise en avantage. Et c'est en quelque sorte les deux faces d'une même médaille, mais avec des conséquences différentes. Un autre aspect, c'est que nous n'avons pas vraiment de vrais délais. Un délai de 10 ans est inconnu, d'autres délais ne sont pas connus, délai de 3 mois, on ne la connaît pas. Cela signifie que pour nous et pour nos instituts financiers, ça peut être très difficile de continuer notre pratique habituelle, parce que dans notre situation actuelle, une banque, à cause de rendez-vous qui ont déjà été pris, peut avoir des droits pour assurer ses investissements, même peu avant l'insolvabilité. Selon les nouvelles directives, cela ne peut plus être possible. Donc, à ce moment-là, on devrait chez nous changer nos pratiques. Par rapport, nous avons donc des actions différentes par rapport aux actes juridiques non obligatoires et pour les actes juridiques obligatoires. Le règlement dit si le créancier n'est pas si le débiteur n'est pas en mesure d'honorer ses dettes, beaucoup de textes, cela est bien défini. Pour nous, cela n'est pas très bien défini. Et si l'on parle de Director's Duties, nous allons voir mieux pourquoi c'est difficile. Être en cessation de paiement ou être en insolvabilité, ce n'est pas quelque chose que nous ayons défini. Ce qui fait que nous ne savons pas très bien ce que ça veut dire, ni connaissons les connaissances. Un autre commentaire, c'est que dans la définition de l'article 2, les parties sont étroitement liées, sont nommées. L'article est très long chez nous. Ça peut être le conjoint, un membre de la famille, quelqu'un qui est très proche. Ici, on parle des entreprises et au-delà de la société filiale et bien au-delà. Pour nous, c'est quelque chose de complètement différent que ce que nous faisons d'habitude. Le point le plus important, c'est l'avantage, la mise en avantage, tandis que pour nous, c'est la mise en défaveur est plus important pour nous. Il y a une différence des délais ou présence de délais. Donc, pour nous, cela ne correspond pas vraiment comme si cela correspondrait peut-être au système allemand. Donc, nous allons rebondir assez rapidement sur les préalables qui doivent être définis et homologués pour être en mesure de mettre en place cette directive. Pour nous, il est très important d'avoir plus de soutien concernant certains principes
principe, lorsqu'on entend parler d'insolvabilité, c'est quoi? Ça concerne le paiement des créances ou l'insolvabilité comme elle a été définie dans la jurisprudence allemande. On ne connaît pas cela, on ne peut pas construire là-dessus. Donc on a besoin de plus de soutien si on veut mettre ça en œuvre de manière uniforme. Monsieur Tollet, du point de vue allemand, prenons donc le droit néerlandais. Comment est-ce qu'on évalue la situation du point de vue du droit allemand? Donc, on part du traitement à pied d'égalité des créanciers, mais la perspective des Pays-Bas, c'est plutôt de ne pas privilégier le créancier, alors que le projet de directive parle de les favoriser. Donc, quelle est la vision? Est-ce que les visions sont si divergentes que cela pourrait empêcher une mise en œuvre des règles y afférents? Lorsqu'on voit le paysage des droits en Europe, d'une part, nous avons donc l'Actio Pauliana, donc ce qu'on a mentionné pour les Pays-Bas, donc une contestation d'intention ou d'actes intentionnels. Et je pense que ça existe dans chaque cadre juridique européen. Mais lorsqu'on parle des préférences, preferences, d'un point de vue historique depuis le Moyen Âge, ça a évolué sur base de ce principe. Donc, on part du principe ce que le créancier peut ou a le droit de recevoir. En anglais, dans le droit anglais, on parle également de preference, transaction defaulting, etc. Donc, c'est un modèle qui existe déjà dans beaucoup de systèmes juridiques. Donc, je trouve, moi, que le projet de directive n'est pas seulement compatible avec le système du droit allemand, mais que ça s'intègre assez bien dans les traditions européennes. Donc, il y a dans certains pays plus de besoins de mise en œuvre que dans d'autres, et en Allemagne, assez peu de besoins d'adaptation pour implémenter la directive. Michel Mosduc, qu'en est-il pour la France? Est-ce qu'il existe déjà ces droits et quelles sont les différences par rapport aux réglementations prévues dans le cadre de la directive? D'abord, je voudrais remercier les organisateurs. Je crois que je suis ravi d'être là, de participer à ce brainstorming qui vient au meilleur moment, puisque la directive est un peu à la croisée des chemins. Il y a une proposition qui a été faite, mais qui est encore discutable, et c'est heureux. Et j'espère que ce qui ressortira de cette journée aura une influence positive vers une évolution de cette proposition de directive, parce que je pense qu'elle a besoin d'évoluer. Alors, Daniel Fasquelle disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de modèle en Europe s'agissant de l'insolvabilité, et je crois que c'est tout à fait vrai pour les actions révocatoires. Il n'y a pas un modèle, mais il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle allemand, notamment, le modèle hollandais, et aussi le modèle français. Je crois que la proposition de directive n'a pas choisi le modèle français comme référence, ce qui ne veut pas dire que, pour autant, il y ait une incompatibilité absolue. Non, ce n'est pas le cas. Mais il y a des différences profondes entre le modèle français et la proposition de directive. Moi, je vois 3 différences principales qu'on peut juger comme des différences finalement techniques, pas de philosophie juridique, mais qui sont tout de même des différences non négligeables. Première différence importante que je vois, c'est le point de départ de la période de nullité, ou la période révocatoire. En droit français, la période des nullités, c'est ainsi qu'on l'appelle, les nullités de la période suspecte. C'est le nom que l'on donne à nos actions révocatoires. Eh bien, cette période est ouverte par la date de cessation des paiements. Et cette période s'étend jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Alors, ce qui suppose déjà qu'il y ait cessation des paiements. S'il n'y a pas de cessation des paiements, il n'y a pas de régime des nullités. Et s'agissant de la cessation des paiements, on verra le délai tout à l'heure, elle est fixée en France par le tribunal, en principe dans le jugement d'ouverture, et à défaut, elle est réputée d'ailleurs à la date du jugement d'ouverture. Mais cette cessation des paiements peut être repoussée
à la demande de l'administrateur, du mandataire ou d'ailleurs du ministère public. Dans la directive, au contraire, le point de départ est totalement indépendant de la date de l'insolvabilité du débiteur, puisque le point de départ, c'est la date de la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Et donc, la proposition directive prévoit une période, ce que j'appelle une période suspecte au sens du droit français, une période de révocation totalement déconnectée de l'état de cessation des paiements ou plus généralement de l'insolvabilité du débiteur. Et la conséquence directe, et c'est important par rapport au droit français, c'est qu'une action en nullité peut être mise en œuvre alors que le débiteur n'est pas en cessation des paiements, n'est pas en insolvabilité. Alors certes, l'article 6 de la proposition prévoit que le débiteur doit être dans l'incapacité de payer ses dettes échues. Mais bon, est-ce que c'est pour autant une cessation des paiements? Pas tout à fait. Et donc, la différence est nette entre les deux systèmes, entre le système français et le système de la proposition. La date dans la proposition de directive est totalement objective et ne laisse finalement aucune marge d'appréciation au tribunal, sauf de ne pas ouvrir la procédure éventuellement. Dans le système français, au contraire, la notion de cessation des paiements n'est pas toujours facile à déterminer dans le temps, notamment. Et le tribunal a une marge d'appréciation. C'est arrivé, il ne faut pas le cacher, on peut même faire remonter la date de la cessation des paiements dans le but uniquement d'annuler un acte. Ça arrive, je ne vais pas dire fréquemment, mais ça arrive. Donc, à l'égard du point de référence de cette période, eh bien, la proposition directive, me semble-t-il, assure une plus grande sécurité juridique dans la mesure où le point de référence est fixe et il n'est pas sujet à interprétation ou appréciation. Alors, il faut néanmoins être nuancé. Parce que la proposition de directive prévoit que l'action révocatoire se prescrit par un délai de 3 ans à compter de la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. En droit français, il n'y a pas de période, il n'y a pas de délai pour l'exercice. Et donc, la reconstitution de l'actif est facilitée dans la mesure où on peut aller chercher un actif dissimulé sans être bloqué par une prescription quelconque. Donc ça, c'est la première différence. Deuxième différence importante, à mon sens, c'est la durée de la période de nullité. Dans la proposition, il y a 3 périodes. 3 mois, ça c'est 3 mois, c'est la règle générale pour les actes qui favorisent certains créanciers. 1 an pour les actes sans contrepartie ou manifestement sans contrepartie, ou manifestement insuffisante, pardon. Et 4 ans pour les actes frauduleux commis intentionnellement. En droit en français, on a une seule période maximale, c'est 18 mois. Alors, on peut anticiper pour les actes à titre gratuit, on peut aller 6 mois plus loin, on peut aller jusqu'à 24 mois, mais la cessation des paiements, c'est 18 mois. C'est la même chose aussi, on peut aller plus loin de 6 mois, donc on peut arriver à 24 mois pour la déclaration d'insaisissabilité. Donc le droit français de ce point de vue-là, à l'aune de la sécurité juridique des créanciers, est beaucoup plus protecteur puisque ces périodes d'annulabilité d'actes est infiniment plus longue. La seule différence, c'est la période de 4 années. Alors on ne va pas en principe aussi loin. En droit français, on a vu au maximum 24 mois. Alors que pour des actes frauduleux, d'après la proposition directive, qui là, me semble-t-il, est directement inspiré du droit allemand, eh bien, on peut remonter 4 années auparavant. Pour autant, est-ce qu'au regard du droit français, c'est aberrant? Alors, je ne crois pas du tout, parce que, d'abord, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger, s'agissant de l'application du droit allemand dans le cadre d'une procédure européenne, sur le sol français, que cette durée de 4 ans n'était pas contraire à l'ordre public international. Et ensuite, eh bien, comme en droit hollandais ou en droit allemand, d'après ce que j'ai compris, eh bien, il y a aussi l'action polienne qui permet de remonter jusqu'à 5 ans en droit français. Donc, à cet égard, cette période de 4 ans pourrait assez facilement, ne heurte pas les conceptions françaises et pourrait assez facilement être intégrée en droit français. Et puis, troisième et dernière différence, mais elle est importante, il s'agit des actes qui sont visés par la nullité. En droit français, il y a une liste limitative des actes annulables de plein droit.
Il y a aussi une liste qui est moins précise, on va dire, pour les actes qui peuvent être annulés de manière facultative. Alors, annulable de plein droit, c'est-à-dire que si les conditions d'annulation sont réunies, le tribunal doit prononcer l'annulité. Il n'a pas de marge d'appréciation. Au contraire, pour la nullité facultative, il peut, en opportunité, décider de ne pas annuler. Cette liste, avec une énumération assez longue, c'est l'article L632-1 du Code de commerce, eh bien, assure une grande prévisibilité et donc garantit une sécurité juridique. On peut savoir à l'avance si un acte a ou pas des chances d'être atteint par la nullité de plein droit. Au contraire, la proposition, là aussi, reprenant, me semble-t-il, une disposition du droit allemand, enfin, et même du droit hollandais d'ailleurs, eh bien, il n'y a pas de liste. Et donc, ce sont des actions générales qu'il faudra intenter, et ça signifiera qu'il y aura un contentieux important, et que les règles seront essentiellement jurisprudentielles. Donc, moins prévisibles. Et donc, à cet égard, le système français, à mon sens, est beaucoup plus clair et sécurisant pour les créanciers, que la proposition de directive. Et c'est probablement d'ailleurs la différence majeure entre le système français et la proposition de directive, parce que là, c'est vraiment une différence d'approche, c'est même une différence de méthode. Voilà. Et cette différence de méthode, à mon sens, pour la sécurité des créanciers, est à l'avantage du droit français. Ich denke, es ist gerade ziemlich klar. Oui, je pense qu'on a bien compris. Donc, d'une part, Alice avait souligné le besoin de sécurité pour les créanciers et qu'aux Pays-Bas, on n'est pas habitué ou on trouve qu'il est défavorable d'être inondé de procédures de nullité, d'aller en amont très loin pendant des années concernant donc la demande de remboursement de paiements effectués pour contrepartie ou en France, ça semble être beaucoup plus clair sous forme d'une liste d'actes qui peuvent être l'objet d'une nullité. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, il existe plus de transparence? Et d'autre part, cependant, en Allemagne, la protection des créanciers est plus grande parce que les options, les possibilités qui existent sont plus amples. Concernant le droit allemand, je pense qu'on peut dire que le droit de nullité, c'est un droit important pour l'administrateur ces dernières années. Cependant, nous devons constater que la jurisprudence allemande a tout de même restreint le droit. Les possibilités ne sont pas aussi grandes que dans le passé. Quoi qu'on en pense, en tout cas, cela rend le droit allemand plus complexe. Donc, je peux comprendre ce qui vient d'être dit, à savoir que la sécurité juridique en souffre un peu, parce que on ne cesse de se référer à la jurisprudence très différenciée. D'autre part, le droit allemand nous offre beaucoup de flexibilité et il faut voir aussi que la réalité, le cas par cas que l'on trouve en pratique, comment on essaye par des voies différentes de traiter les créanciers, nous pouvons bien encadrer cela, accompagner cela sur base d'un système plus flexible mais moins transparent, c'est vrai, et moins prévisible. Est-ce que la directive, c'est le bon compromis, la bonne voie du milieu, à votre avis? Et l'implémentation des règles de nullité dans les États membres d'après la directive ou le projet de directive vont vraiment promouvoir l'objectif qui est poursuivi par la directive? À mon avis, concernant le droit de nullité, je pense que c'est bien encadré par le projet de directive. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on a en Allemagne. Donc, il n'y a pas vraiment urgence d'agir. Donc, on peut rester détendu. Mais je voudrais mentionner un point. Il ne faut pas croire que ce droit va être uniforme dans tous les États membres, un sur un. Il y aura toujours des différences. Et d'ailleurs, la directive le permet. Et il faut voir aussi
ça a peut-être un peu été négligé. Il existe également toute une série de différences concernant les processus. Donc, par exemple, les preuves, la charge de la preuve, etc., les indices, tout cela, tout ce qui est lié au procès joue un rôle important en Allemagne et tout cela ne peut pas être traité par la directive puisque ce n'est pas possible. Donc, on aura peut-être une structure de base comparable dans les États, mais ce ne sera pas un système uniforme ou identique concernant l'exercice de ces droits. Je pense que ce serait une illusion de le croire. Ma question concernait également la remarque qui a été faite, à savoir dans quelle mesure les réglementations de nullité dans le cadre de la directive correspondent aux objectifs qui sont poursuivis par celle-ci. Dans quelle mesure ces objectifs sont soutenus? Ou s'agit-il plutôt de l'harmonisation du droit dans un certain cadre? C'est lié, je trouve que c'est lié. Si l'objectif, par exemple, c'est de faciliter les investissements transfrontaliers et les flux de capitaux au sein de l'Europe, et si l'objectif, c'est de créer une plus grande sécurité juridique pour les investisseurs, pour les investissements, bon, il subsiste une certaine insécurité. Cette insécurité est un peu réduite parce qu'on peut se fier à certaines structures fondamentales, mais si ces droits ne sont pas identiques un sur un d'un État à l'autre, et ce ne sera pas possible, comme je viens de l'illustrer, alors il y aura toujours des différences. Et dans cette mesure, il ne peut que s'agir de promouvoir la sécurité juridique et la sécurité d'investissement, mais les risques ne pourront pas être totalement éliminés. Oui, on y reviendra lorsqu'on parlera des director's duties. Là, je vois un problème, en effet. La transparence, la confiance en un cadre uniforme peut être créée, mais pas aussi longtemps que les points de référence ne sont pas harmonisés. Monsieur Mongeau, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les réglementations de nullité prévues dans le projet de directive peuvent être implémentées dans le droit français national? Je pense aux groupes de créanciers. Aux groupes de créanciers qui sont fréquents en France, alors qu'en Allemagne, je n'ai plus de sang. Oui. Donc, ce n'était pas les groupes, excusez-moi, c'était mon erreur, mais il s'agit des catégories. Je voulais revenir sur, si vous me permettez, sur un autre sujet, qui était le sujet qui est en lien direct avec ce qui a été dit sur l'harmonisation qui est réalisée par la directive. Est-ce qu'elle favorise l'investissement? Incontestablement, si on avait une véritable harmonisation, mais si on avait en fait une véritable uniformisation, ce qui est un peu différent. Parce que, comme vous l'avez rappelé, cette directive est une simple harmonisation à minima. Donc ça signifie que les droits des États membres peuvent ne pas la transposer ou très peu la transposer. Et la question, à mon avis, se pose s'agissant par exemple du droit français, puisque j'ai évoqué des différences. Est-ce que le droit français transposera la proposition de directive, si elle devient directive en l'état? À mon sens, le droit français ne serait pas obligé de transposer la directive, ou alors très peu. Pourquoi? Parce que cette transposition et cette harmonisation à minima se fait toujours à l'aune de la sécurité juridique des créanciers. Alors certes, en droit hollandais, on estime que ce n'est pas un objectif, mais clairement, pour la proposition de directive, la sécurité juridique des créanciers est un objectif. Donc à cet objectif-là, est-ce que le droit français assure ou pas une protection considérée au moins équivalente, voire supérieure de la sécurité juridique de ses créanciers? Et à mon sens, c'est le cas. C'est-à-dire, je pense que le droit français assure une protection au moins équivalente et même probablement supérieure à celle de la proposition de directive. Pourquoi?
Parce que vous parliez de transparence. D'une certaine façon, avec cette liste limitative des actes annulables, de plein droit en plus, automatiquement, en quelque sorte, le droit français assure une plus grande prévisibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc une meilleure sécurité juridique. Donc ça, c'est un avantage pour le droit français. Ce qui est plus discutable, en revanche, c'est le point de départ. On l'a dit, dans un cas, c'est totalement prévisible, c'est la date de cessation des paiements, enfin, c'est la date de demande d'ouverture de procédure pour la proposition, et en droit français, c'est la cessation des paiements qui est moins prévisible, en quelque sorte. Donc ça, c'est plutôt à l'avantage de la proposition. Et dernier point, mais important aussi, c'est la durée des périodes de nullité. Plus la durée est longue, plus évidemment c'est protecteur de la sécurité juridique des créanciers. Or, la durée d'ailleurs de 3 mois me paraît beaucoup trop courte dans la proposition. En tout cas, elle est infiniment plus courte que celle qui existe en droit français. Donc si on fait, en quelque sorte, si on adopte une perspective un peu globale du droit français, ben, on peut considérer qu'il est plus protecteur que ce qui est proposé dans la directive. Et donc le droit français, peut-être sous réserve du délai de 4 ans pour les actes frauduleux, qui pourraient être transposés assez facilement d'ailleurs, mais sous cette réserve-là, on peut considérer que le droit français est finalement plus protecteur de la masse, entre guillemets, des créanciers, et donc devrait pouvoir être conservé en l'état. Das heißt, eigentlich Ça veut dire que vous pensez qu'en France, on ne doit pas modifier grand-chose. Peut-être on peut parler de délai, mais sinon, à votre avis, le droit français ne doit pas être tellement adapté et garantit déjà une protection suffisante et a déjà rempli les conditions, même plus que cela. Qu'en est-il pour la Hollande ? Pour les Pays-Bas. Si on introduisait cela demanderait des adaptations conséquentes. Il faudrait procéder à des changements conséquents. Le délai de 3 mois, on ne le connaît pas. Il s'agit aussi des preferences, les préférences, alors que nous, on s'attache plutôt à quelqu'un qui ne serait pas favorisé. Et du point de vue des autres commentaires, je peux dire que les procédures de nullité aux Pays-Bas sont très, très compliquées. En règle générale, beaucoup d'administrateurs ont de grandes difficultés à apporter la preuve pour ce qu'ils doivent prouver. Et donc, il n'y a... Donc, les seuils sont très élevés, donc il est difficile de poser ces revendications. De ce point de vue, on peut dire que pour nous, le projet de directive est positif parce qu'il nous offre, ou il offre à nos administrateurs peut-être plus d'options, plus de possibilités pour introduire des procédures de nullité. Jean-Luc Vallon a une remarque à cet égard. Merci. Je voudrais juste ajouter deux choses qui sont éventuellement utilisables et transposables dans le droit français, même si je partage très largement l'analyse qui est faite par le professeur Manjuc sur la sécurité juridique que produisent les règles du Code de commerce. Il y a dans la proposition de directive des éléments qui me paraissent apporter quelque chose de plus. La notion de partie liée, qui peut établir une présomption d'irrégularité de l'acte du paiement, ce que nous n'avons pas dans le droit français. La prescription de l'action, qui me paraît également un avantage. Cela contribue à la sécurité juridique si nous établissons une règle limitant dans le temps la possibilité pour engager une action en nullité. Et puis, enfin, je pense que les règles relatives aux durées sont aussi intéressantes, malgré leur variété, parce qu'elles définissent bien ce qui est l'acte irrégulier, l'acte frauduleux. Et donc, il n'est pas exclu que le droit français gagne en sécurité à intégrer certaines des propositions de la directive. Pour l'essentiel, le critère que la Commission européenne propose, c'est que chaque État peut garder son système pour autant qu'il apporte
une sécurité supérieure aux intérêts collectifs des créanciers. Et cela, évidemment, introduit une sorte de faiblesse dans le mécanisme proposé, tout simplement parce qu'on ne va pas vers une uniformisation, on ne va pas vraiment vers une harmonisation, on va vers un rapprochement. C'est une étape, mais ça n'est qu'une étape. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques du public? Monsieur Zemich? Monsieur Zemich, je suis administrateur à Hambourg, en Allemagne du Nord. Je me souviens que une étude a été suivie, une étude du professeur Bork de Hambourg et Feder de Maastricht. Et eux, ils ne se sont pas penchés sur les systèmes nationaux, mais dans les 27 États membres, on s'est adressé à des collègues, des académiciens, des juges. Et on leur a demandé ce qui est juste sur la base du droit romain. Et ils ont juste rassemblé tout cela et ils ont bricolé un résultat sur cette base. Et c'est ce que nous avons maintenant devant les yeux. C'est voilà, pour les Allemands, M. Tolle l'a dit, c'est toujours un peu compliqué. On peut être détendu, c'est vrai, on peut se détendre. Ce n'est pas parce que, et ceci est bizarre, cela reflète déjà ce qu'on a. Mais cela s'explique par notre histoire. Car en 1982, nous avons commencé à développer la structure d'insolvabilité. Nous avons mis à jour la procédure et nous avons donc déjà eu une réforme de ce droit. Donc, de 10, on est passé à 4 ans. Donc, ce qui a été mentionné a déjà été pris en compte chez nous. Et puis, se pose la question, si on a cela, si on a rassemblé tout cela, est-ce que on n'aurait pas pu faire la même chose pour les autres titres et ne pas laisser la Commission se lancer en avant puisque sa motivation est politique. Donc, est-ce qu'on vit mieux l'Europe ainsi? Ça, c'est ma question. Deuxième point, si on met entre parenthèses, par exemple, la définition des motifs d'insolvabilité, par exemple, si la nullité suit une insolvabilité, chez nous, ça a été clarifié. Donc, une lacune de 10%, cela est établi par un certain statut de liquidité et je peux introduire ma procédure de nullité. Ça, c'est un exemple. Si je permets tout de même qu'en Grèce, nous avons des entreprises qui ont un seuil de 30%. Et j'ai harmonisé le droit de nullité. Vous obtenez des résultats tout à fait différents et vous obtenez le contraire de ce que vous vouliez obtenir. Donc, via la nullité, nous pouvons collecter des fonds plus facilement qu'en Hollande, c'est vrai, mais la conséquence, c'est que si j'ai un système hiérarchique, comme on l'a, par exemple, pour les faillites, ce qui a été collecté difficilement n'est pas mis à profit à la masse des créanciers, mais en Grèce, peut-être c'est seulement mis à profit du fisc et pas des créanciers. Donc, si on met entre parenthèses ces deux points, alors je pense que c'est une discussion individuelle sur une partie isolée qui ne devrait pas être discutée de manière isolée. Ça, c'est ma remarque. Donc, vous pensez aussi que sans clarification des points de référence ou sans leur rapprochement, l'objectif d'harmonisation, donc l'objectif de la directive, ne sera pas réalisé. Encore une remarque, et puis je voudrais passer au sujet suivant, si vous permettez. Ouais, concernant question du rang, de la hiérarchie, à mon avis, le rapport est le même comme il a été présenté pour les motifs d'insolvabilité. Donc, l'acteur Pauliana prévoit la mise sur un pied d'égalité de tous les créanciers ou doit garantir cela. Un traitement égal des créanciers, c'est l'objectif. Et voilà, si les créanciers en soi sont dans une hiérarchie de groupes de créanciers différents,
il y a un certain rapport de friction. Et je voudrais maintenant vous poser une question. Justement, en Allemagne, les travailleurs, on peut même introduire une procédure de nullité contre des salaires. Beaucoup d'administrateurs ne le font pas, même s'ils y sont obligés, au fond, du point de vue strictement juridique. Est-ce qu'en France, le problème existe aussi ou aux Pays-Bas? Je suppose que le problème n'existe pas parce que dans les pays où il existe des droits des travailleurs, il y a une exclusion d'insolvabilité par rapport au salaire. Donc, on ne peut pas en faire un objet d'une procédure de nullité. La position syndicale, c'est qu'on dit pour les salaires, en règle générale, il doit y avoir une exclusion. De notre point de vue, ça ne doit pas être un privilège, c'est juste un droit de protection sociale qui ne pèserait pas lourdement sur la masse d'ailleurs. Mais c'est une question qui m'intéresse vraiment parce que déjà souvent je me suis penchée là-dessus et la littérature n'est pas tout à fait claire. Donc, pour ce qui est des États de l'Union européenne, est-ce que donc les salaires sont concernés, oui ou non? Alors, brièvement, aux Pays-Bas, les revendications des travailleurs ne sont pas traitées différemment par rapport aux autres, mais je ne connais pas un seul cas où on l'aurait fait. Peut-être un mot côté français, pas d'expérience non plus importante sur l'annulation de versements à des salariés, parce que ce serait quand même assez mal vécu. Mais sur le plan juridique, on peut le concevoir aussi, hein, de la même façon. Si le paiement est frauduleux, il n'y a pas de raison qu'il ne saute pas aussi. Mais peut-être pour vous donner un aperçu de la pratique française, je crois, n'hésitez pas à me corriger, que les nullités et la période suspecte, c'est une spécialité allemande. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai compris dans la pratique. Les IP allemands ont l'habitude d'aller exercer ces nullités. En France, encore une fois, on a des spécialités différentes entre administrateurs et liquidateurs, donc je ne voudrais pas prendre la place d'un liquidateur, parce que ce n'est pas mon métier, mais ce n'est pas si pratiqué que ça. C'est-à-dire que si on a vraiment quelque chose de flagrant, on va intervenir, mais on ne va pas de manière systématique avoir des nullités qui interviennent à l'ouverture de la procédure. Donc ce n'est pas une pratique très habituelle aujourd'hui. Si vous me permettez juste un mot peut-être de conclusion sur la nullité, période suspecte, pour relativiser tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on parle d'harmonisation, mais si la proposition était acceptée en l'état, c'est-à-dire que si dans les liquidations judiciaires, des micro-entreprises, mais on a dit qu'en France, ça concernait plus de 90% en réalité des liquidations judiciaires, s'il n'y avait plus de praticiens, il n'y aurait plus d'action en nullité. Sans praticien de l'insolvabilité, pas d'action en nullité. Ça, c'est très clair. Donc, ça ne servirait à rien d'harmoniser parce qu'elles disparaîtraient purement et simplement, les actions en nullité. Maybe can we move on to the next subject? Peut-être pourrions-nous avancer sur le prochain sujet? Maybe can we move on the next subject because we have 3 subjects. Oui, j'aimerais bien parler maintenant du prochain sujet, mais ce que M. Michel Bonjuc nous a dit par rapport aux micro-entrepreneurs, c'est vraiment très important. Si on n'a pas de praticien de l'insolvabilité, on n'a pas d'action en nullité. Cela nous mène à la question de savoir est-ce qu'il faut introduire quelque chose de ce genre dans le cadre d'une directive, si cela est aussi important. Alors, le prochain sujet, ce sont les devoirs par rapport à la directive. La direction doit, dans les 3 mois, après avoir pris connaissance des clauses d'insolvabilité, de déposer cette demande d'insolvabilité, donc dans les meilleurs termes, c'est ça l'intention. Et je l'ai déjà dit qu'en Allemagne, il existe déjà des règlements de ce genre. Alice, qu'est-ce que tu connais par rapport à
cela, les besoins, la nécessité de déclarer sans insolvabilité n'existe pas en Pays-Bas. Et c'est quelque chose qui est incompréhensible pour les clients et pour les juristes néerlandais, parce que chez nous, les entreprises travaillent toujours jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'argent et à partir de ce moment-là, on demande l'insolvabilité. C'est un autre système incompréhensible et incomparable pour vous, mais c'est notre système. Il n'y a pas non plus une responsabilité qui serait liée à cela. Cela va bien au-delà, c'est-à-dire un directeur, un gérant peut diriger son entreprise jusqu'à ultimo, jusqu'à la dernière jusqu'au dernier moment. Il est bien sûr exposé à des dangers de contestation. C'est un danger très important. Si à la fin de parcours, le praticien de l'insolvabilité dit que c'est le gérant qui a eu tort et qui a créé l'insolvabilité de ses propres actes ou omission d'actes, il est responsable personnellement pour tous les dommages et toutes les conséquences. Et beaucoup de personnes essayent de vendre la société, de la liquider après. L'étude qu'il y a à ce moment-là, ce sont les causes de l'insolvabilité. C'est l'étude qui s'ensuit dans un troisième temps, c'est-à-dire le devoir de déposer cette demande d'insolvabilité est pour nous assez difficile. Quand est-ce qu'on est surendetté? Qu'est-ce qu'on ne peut plus honorer ses factures? Et les entreprises peuvent continuer pendant des années si leurs fonds propres sont négatifs. Ils continuent pendant des années. Je le vois pendant des années. En Allemagne, cela ne se serait possible parce que l'entreprise serait surendettée à ce moment-là. Quand on regarde cela d'un point de vue macroéconomique, ce serait peut-être bien si les entreprises néerlandaises devraient aller plus rapidement cesser les activités et déclarer leur cessation de paiement et de leur insolvabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire 3 mois? Il faut encore avoir assez d'énergie pour redresser l'entreprise. Ces 3 mois ne suffisent pas non plus. Donc je vois la situation. Nous ne connaissons ni les 3 mois, ni les responsabilités civiles. Pour nous, ce serait, ou les responsabilités, pardon, qui existent. Pour nous, ce serait aussi une nouveauté. Et bien sûr qu'aux Pays-Bas, il faut arriver à restructurer plus tôt. Je pense qu'en fin de parcours, c'est un moment, un point de départ, cette directive. Mais il faut toujours revenir à la question de base. Qu'est-ce que c'est que d'être insolvent? Qu'est-ce que c'est l'insolvabilité? Pardon. Qu'est-ce qu'elle est, le surendettement, etc. Pour nous, il faut encore compléter par un certain nombre de définitions et nous voyons que la première fois dans un texte, c'est lorsque l'insolvabilité est en vue. Pour nous, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. À mon avis, c'est trop tard. Quand on parle la meilleure mesure de restructuration, à mon avis, beaucoup de personnes vont à l'échec parce qu'ils n'arrivent plus à financer ce qu'ils doivent financer à longue durée ou sur une plus longue durée, ce qui est triste si l'on souhaite une vie plus longue aux entreprises. Donc, tu veux dire qu'un certain nombre d'obligations de déposer l'insolvabilité serait bien pour toi? Oui, je pense que le législateur aura du mal à le mettre en sa bonne forme, à mon avis. Équivalent, quels sont les règlements en France dans ce domaine-là? Oui, merci beaucoup. Le droit néerlandais est vraiment très
proche du droit du code américain de la banqueroute en ce qui concerne cette vision très positive et très favorable au débiteur de lui laisser la bride sur le cou. Je ne sais pas traduire la bride sur le cou. J'espère que les traducteurs verront bien que l'idée qui est exprimée derrière cela. Le droit français est tout à fait familier des concepts que la proposition directive introduit. On n'a pas de difficulté de concept et de compréhension par rapport aux propositions qui sont contenues dans ce texte. La responsabilité des dirigeants fait l'objet de 2 petits articles d'un seul titre dans cette proposition. C'est très simple. Une obligation de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans les 3 mois de l'insolvabilité, ou plutôt de la connaissance de l'insolvabilité, et une responsabilité civile des dirigeants s'ils ne le font pas. C'est tout à fait en phase avec le droit français. Nous n'avons pas grand-chose, sauf peut-être à la marge, à modifier dans notre système. Et la sympathie que les experts allemands et que les professionnels allemands ont vis-à-vis de la proposition de directive pour ce qui est des actions révocatoires, nous l'éprouvons vis-à-vis des règles sur la responsabilité des dirigeants. Quand on parle de dirigeants, la proposition ne les définit pas. Nous savons qu'il s'agit des dirigeants de droit, des dirigeants de fait. C'est conforme à la conception que le guide législatif de la CNUTSI recommande dans une approche très pragmatique. Celui qui agit et qui prend les décisions importantes dans une entreprise est considéré comme un dirigeant. Quand on parle de l'obligation, quand on parle de l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, c'est un principe très fort. 3 mois après avoir connaissance de l'insolvabilité ou après le moment où on devrait avoir connaissance de l'insolvabilité, cela introduit une présomption à la charge du dirigeant qui doit être attentif à la situation comptable, financière, économique de l'entreprise qu'il dirige. C'est une obligation qui complète de manière intelligente et efficace la directive de 2019 qui imposait aux dirigeants, plutôt qui imposait aux États membres, d'introduire une règle pour les dirigeants de prévenir l'insolvabilité par des mesures de redressement. C'était la finalité de la directive de 2019, d'inciter à prendre des mesures de prévention. Ici, on est dans le cadre de l'insolvabilité. Il s'agit d'imposer aux dirigeants de demander l'ouverture d'une procédure lorsque l'insolvabilité est caractérisée. Là, on est au cœur de la difficulté qui a déjà été soulevée ce matin. L'absence d'une définition commune de l'insolvabilité est de nature à affaiblir cette obligation, ou du moins à affaiblir l'effort d'harmonisation qui est contenu qui est voulu, qui est affirmé par la Commission européenne avec ce texte. L'absence d'une définition est un obstacle, et j'espère que cet obstacle sera levé lorsque la proposition de directive sera débattue de manière approfondie. Je comprends qu'on hésite devant la difficulté, mais elle n'est pas si considérable que cela, puisque dans un des considérants, c'est le considérant 37, il est déjà mentionné les 2 critères qui établissent une définition acceptable. Ce sont des critères que le droit allemand connaît bien. C'est la cessation des paiements, la Zahlungsunfähigkeit, et également le test du bilan, la Überschuldung. Pour n'importe quelle entreprise, on est dans les 2 hypothèses où une procédure d'insolvabilité devrait être ouverte. On est face à un enjeu important, parce que si nous ne définissons pas mieux l'insolvabilité, comment attendre d'une règle, d'une directive d'harmonisation que l'on évite, que l'on rapproche les lois et que l'on évite le maintien d'un forum shopping, ce dont tout le monde se méfie.
J'imagine qu'on pourrait très bien conserver, introduire ces deux critères qui sont connus par beaucoup d'États, avec une obligation, quitte à permettre à chaque État membre d'ajouter ses propres notions, ses propres critères, à son gré, de manière à rajouter, mais non pas à renoncer. Je n'ai pas compris du tout ce matin qu'il y aurait un obstacle lié à la subsidiarité du droit communautaire par rapport à la volonté ou au besoin que tout le monde exprime ici d'une définition commune de l'insolvabilité. Le deuxième point, et je termine rapidement là-dessus, rassurez-vous, la proposition directive établit un principe très fort de responsabilité civile, avec tous les éléments d'une responsabilité. La faute, c'est celle du dirigeant. Le dommage, c'est le dommage subi par les créanciers. Et le lien entre les deux, c'est le dommage causé par le manquement du dirigeant. On a tous les éléments de la responsabilité civile classique, tout en laissant aux États membres, la directive le précise, d'établir des règles plus strictes. Donc il n'y a pas d'obstacle à ce que les États membres complètent cette obligation, cette responsabilité civile par autre chose. Alors que dit le droit français par rapport à cela? Le Code de commerce est à la fois plus imprécis et plus souple. Il est plus imprécis parce qu'il suffit dans le Code de commerce d'une faute de gestion. Largement comprise, c'est de ne pas demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Mais toute faute de gestion peut engager la responsabilité civile d'un dirigeant. Le deuxième point, le lien avec le dommage. Il suffit en droit français que la faute ait contribué au dommage, non pas ait causé le dommage. On est donc parfois, je l'ai été comme magistrat, confronté à diverses fautes de gestion. Des investissements hasardeux, le retard à déposer le bilan, des avantages donnés à des créanciers au détriment de l'intérêt collectif. Toutes ces fautes peuvent être des fautes de gestion. Et enfin, le tribunal a une grande liberté en France pour évaluer la contribution financière du dirigeant par rapport à après la constatation de faute de gestion. Le tribunal peut mettre à la charge d'un dirigeant tout ou partie du passif, de l'insuffisance d'actifs. Ce qui veut dire qu'il y a une part, non pas d'arbitraire, mais d'appréciation souveraine des tribunaux face à des éléments, des paramètres personnels. Le patrimoine du dirigeant, la gravité de la faute, l'incidence de la faute. On est donc face à un droit apparemment clair en droit français, mais qui dans la pratique ne l'est pas du tout. Et la question se posera pour le législateur français d'adapter, de changer éventuellement ces règles pour resserrer les conditions d'engagement de la responsabilité. On pourrait penser que le droit français est plus compréhensif pour les dirigeants. On pourrait aussi penser qu'il est beaucoup plus sévère, puisqu'il est relativement imprécis par rapport aux fautes de gestion, aux nombreuses fautes de gestion dont on est saisi. Enfin, bien sûr, comme on ne parle que de responsabilité civile, la proposition directive laisse aux États membres toute liberté pour décider d'autres sanctions que la simple réparation d'un dommage. Et chaque État conserve sa maîtrise pour prononcer des sanctions professionnelles, des sanctions pénales. Tout cela est hors du champ de la proposition directive. J'en reviens à ce qui est la subsidiarité. Là, la Commission, heureusement, n'est pas allée au-delà d'un principe de responsabilité civile. Voilà, je m'en tiens là. Merci. Ich muss leider auf die Zeit schauen, aber tatsächlich. Malheureusement, je dois regarder ma montre. Mais concernant l'introduction et les obligations liées à la demande d'une procédure d'insolvabilité, on voit que si le point de départ n'est pas harmonisé également, la transparence et la protection visée, à savoir la protection des créanciers et la transparence au niveau européen, ne seront pas garanties s'il n'y a pas d'harmonisation concernant les critères d'une telle obligation d'introduction de demande et
donc toutes les exigences quant à la responsabilité. Maintenant, je voudrais passer au Creditors Committee. Concernant le asset tracing, je crains qu'on n'aura pas le temps pour cela, donc je dois décevoir tous ceux et toutes celles qui s'en réjouissaient. Mais ce point est quand même un point important parce que jusqu'à présent, ça n'a pas joué un grand rôle dans le cadre du système national. Creditors Committees, Jean-Marc, est-ce que vous en seriez heureux? Est-ce que vous pensez que ça ne peut que nous soutenir? Alors, merci beaucoup de la question de Jutta. Alors, pour les Français, je vais être assez clair, le système, cette fois-ci, si la Commission ne s'est pas inspirée d'un droit en particulier, sur cette partie-là, on a quand même l'impression que c'est le volet allemand qui a donné son empreinte. Ou peut-être le Chapter 11, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent à ce qui se passe aux US. Mais sans aller plus loin sur le schéma, simplement vous dire qu'en droit français, on a un système qui est tout à fait différent. Et qui repose sur peut-être les deux fils conducteurs qui, à mon sens, manquent un petit peu dans la directive. On en a évoqué un tout à l'heure, c'est la notion d'insolvabilité. On s'aperçoit que la Commission n'est pas allée jusqu'à définir cette notion. Je rejoins tout à fait le président Valens sur ce qu'il disait. C'est vraiment une notion centrale qui permettra d'avancer concrètement. On a effectivement sur cette notion-là deux tests différents. Le test de l'étatisation des paiements qu'on connaît en France, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas payer ses créances qui sont échues, tout simplement. When you can't pay, when it falls due. Et le test du bilan, qui était évoqué tout à l'heure, qui existe essentiellement en Allemagne. Ma compréhension, c'est qu'en Allemagne, on revient un peu sur cette idée du test du bilan, parce que finalement, en pratique, c'est difficile à appliquer, etc. Et donc, on voit percevoir une notion qui est quand même assez facile à définir quelque part, qui est cette notion d'insolvabilité qui mériterait quand même de devenir le fil conducteur de toutes ces propositions-là, parce qu'on voit bien que aussi, en matière de nullité après période suspecte, on a là quelque chose qui va manquer. Et le deuxième point que je voulais faire sur peut-être le fil conducteur qui apparaît de manière en filigrane, mais de manière assez légère dans le projet, c'est l'insolvency practitioner. Alors je ne prêche pas pour ma paroisse parce qu'évidemment c'est mon métier, et le métier est beaucoup ici, mais on s'aperçoit que cette courroie de transmission, elle manque un peu en filigrane dans le projet parce que 80% des dossiers c'est des SMEs, on en a déjà parlé, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas partout en Europe. Et on oublie quelque part un peu ce SMEs en voulant leur faire un cadeau, en leur disant vous allez avoir une procédure, vous allez pouvoir tout faire tout seul. Mais in fine, que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'insolvency practitioner? Tout ce qu'on vient de dire sur les nullités de la période suspecte n'existera pas. Tout ce qui est contrôle de l'équilibre debtor, creditors, qui va le faire, si ce n'est a posteriori le tribunal. Donc on a un peu l'impression qu'on veut aller vite sur ce volet-là, mais qu'on va se retrouver avec un système un peu à l'américaine, où une fois que la procédure est clôturée, on va avoir un créancier qui lève le doigt en disant oui, mais moi je ne suis pas d'accord, il y avait une nullité de la période suspecte, la répartition qui a été faite, elle a été faite dans le mauvais sens. Et donc j'en viens sur le sujet des Creditors Committee, qui est tout à fait calqué sur ce qui se passe en Allemagne. Nous, c'est l'IP qui fait tout ça, c'est le professionnel, c'est l'insolvency practitioner, qui est là pour représenter certes le débiteur, mais aussi pour représenter officiellement l'ensemble des créanciers et agir en leur nom, pour leur compte, en tenant compte de leur rang, en tenant compte de tout un tas de choses. Et donc c'est cette courroie de transmission qui permet de faire cet équilibre, et y compris dans les SMEs, nous semble-t-il, puisque c'est aujourd'hui 80% du travail des AJMJ en France, c'est les SMEs. Sans l'IP, je ne vois pas comment ça peut marcher, c'est ce que je voulais dire. Alors après, sur la partie Creditors Committee, ça ne nous paraît pas complètement infaisable de le transposer en droit français, parce que, d'une part, sur les dossiers importants, on a déjà transposé les classes de créanciers. Donc dès lors qu'on aura un plan à voter, eh bien, on aura nos classes de créanciers qui vont parler, on va avoir les créanciers en fonction de leur rang qui vont donner leur avis. Vous me direz, c'est un peu différent des Creditors Committee, qui sont constitués au départ avec une assemblée en Allemagne et qui ensuite donne la direction à l'IP. Mais si l'IP représente réellement les créanciers et qu'un créancier se sent lésé, il a la possibilité de demander à être entendu. En droit français, par exemple,
Si par exemple vous avez un créancier qui considère qu'il n'est pas suffisamment bien entendu ou qui a besoin d'avoir plus d'informations sur la procédure, il peut se faire désigner en qualité de contrôleur, qui est une notion purement française et qui consiste à avoir un créancier qui participe à la procédure, qui est destinataire de tous les éléments de la procédure, etc. Donc je crois que heureusement le texte sur cette partie Creditors Committee laisse aux États la possibilité, et on comprend bien la philosophie, de s'assurer que les créanciers sont correctement représentés, ce qui est absolument indispensable. Mais je crois que le moyen de raccrocher tout ça, c'est de laisser peut-être un peu de souplesse aux États et de permettre surtout que l'insolvency practitioner soit là pour s'assurer que les choses soient faites correctement. Parce que je crois que ce sera le sujet cet après-midi, je ne veux pas aller trop loin sur le sujet. La partie SMIs est quand même relativement inquiétante, me semble-t-il, pour l'Europe, s'il n'y a pas un contrôle de l'IP sur ce qui se passe dans ces procédures-là. Voilà, sur la partie Creditors Committee, après, évidemment, créer une assemblée à l'ouverture ne nous paraît pas totalement infaisable. Au contraire, puisqu'en droit français, on a cette culture de la prévention, on réunit toujours les principaux créanciers en prévention qui savent exactement où on va. Je crois que là, on a un texte qui sépare un peu la prévention de l'insolvabilité, alors que notre pratique, c'est de penser qu'il ne faut pas créer un Chinese wall entre les deux. Il faut qu'il y ait une continuité. Je crois que d'ailleurs la Commission le note en disant, lorsque vous avez un prépack, il faut que ce soit celui qui intervient en prévention qui intervient aussi pour mettre en place le prépack. Et en fait, je pense que cette prévention va se diffuser aussi aux SMEs et qu'il faudra à ce moment-là s'assurer qu'il y ait bien un practitioner pour pouvoir faire correctement les choses. Voilà sur la partie Creditors Committee. Christoph Tole zu den Regeln. Christophe Scholle, concernant les réglementations, les Creditors Committees, il y a quelques réglementations dans la directive qui sont compatibles avec le droit allemand, comme la protection des créanciers. Mais concernant la mise en œuvre, la mise en pratique, en particulier le droit d'introduire la procédure du point de vue du créancier. Est-ce que cela va dans la bonne direction pour l'Allemagne? En Allemagne, il existe des ordres de grandeur différents où nous avons parfois l'obligation de prévoir les Creditors Committees. Ce sont des procédures plus larges où les frais de ce comité seront couverts. Est-ce qu'on doit encore s'adapter à ce projet de directive qui partiellement va dans une autre direction? Oui, c'est vrai. La directive dévie un peu la situation allemande actuelle, dans la mesure où en Allemagne, aujourd'hui, dans certains cas, nous avons l'obligation d'avoir un comité provisoire de créanciers qui deviendra par la suite dans la procédure un comité définitif. Dans certains cas, on peut en dévier, dans d'autres cas, c'est facultatif. On peut donc voilà. De toute façon, puisque c'est mis en œuvre très tôt, c'est typiquement le tribunal qui va procéder à la création ou à la nomination des membres dans ce comité. Alors que la directive part du point de vue du principe qu'un Creditors Committee va tout d'abord décider de la composition et ça n'aura lieu que suite à la demande d'un créancier. Et là, je pense que du point de vue allemand, on pourrait souhaiter pour diminuer les différences par rapport à notre système, d'accorder un peu de flexibilité. Au moins en clarifiant que le système allemand peut être maintenu. Parce que les comités de créanciers en Allemagne ont fait leurs preuves, à mon avis, lorsqu'il s'agit de soutenir le professionnel, l'administrateur et d'autre part, lorsqu'il s'agit d'exercer le contrôle, la participation. Je pense que c'est une bonne chose. Et donc, ce serait bien si cela surgissait également dans la directive. Lorsque j'ai lu la directive la première fois, et je me souvenais encore de la directive de 2019, j'avais l'impression que la présente directive, en ce qui concerne ce qui était important en 2019, à savoir la participation et la protection des créanciers, qu'aujourd'hui,
le créancier a plutôt un rôle de figurant dans la directive ou le projet actuel. Donc la réglementation concernant les créanciers dans ce cas-là va dans la bonne direction. Mais on vient d'en discuter, Jean Baron, qui a dit chez nous, le praticien exerce ses droits de créancier de manière suffisante. Donc nous avons une protection suffisante et que donc on n'a pas besoin au fond d'un comité de créanciers. Oui, peut-être encore une remarque. En Allemagne, l'introduction ou le renforcement des Creditors Committee se place devant le contexte qu'on voulait limiter un peu le pouvoir du tribunal, puisque le comité de créanciers participe également à l'élection de l'administrateur. Et on voulait essayer, par cette voie, de limiter un peu cette omnipuissance du tribunal ou la liberté absolue lors de la nomination de l'administrateur. Et ça, c'est positif que les créanciers puissent participer à cette nomination de l'administrateur. Dans ce sens-là, c'est positif. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions du public? Concrètement, concernant le Creditors Committee, j'ai des doutes concernant une réglementation qui prévoit que les décisions du comité de créanciers concernant la confirmation d'un acte puissent être contestées via le tribunal. Il n'y a rien dans la directive qui prévoit, par exemple, un effet suspensif ou non. Et donc, ça, c'est plutôt douteux. Mais une remarque fondamentale. Le titre de la directive, c'est harmonisation de certains aspects du droit d'insolvabilité. Et là, j'entends quelques voix qui prétendent que tout aurait été réglementé. Ce n'est pas vrai, parce que l'harmonisation, à l'opposé de la grossesse, n'a que des succès partiels. Charles de Gaulle, un jour, a dit comment un pays qui a 246 sortes de fromage est gouvernable. Et ça signifie que la Commission européenne, avec 27 sortes de pays, pourra quand même réussir une harmonisation, non? Ça a l'air plus facile. Ja, also einiges kann ich unterstreichen. Je peux soutenir quelques points. Monsieur Toll, vous disiez que dans le droit allemand, que les creditors committees ne vont pas donc menacer ou se répercuter négativement sur le droit allemand. Je ne peux que le confirmer. Mais concernant les procédures plus larges, plus importantes, les représentants de travailleurs, traditionnellement représentés via les organisations syndicales et structures de représentation des travailleurs, lorsqu'ils participent à ces comités, c'est toujours utile car il s'agit aussi de stratégies importantes pour l'avenir de l'entreprise. Et ça, c'est un aspect très important. Donc, je plaiderai en faveur d'avoir soit une ouverture pour les États membres d'inclure les représentants de travailleurs, même s'ils ne sont pas créanciers ou créanciers importants. Et je plaiderai également en faveur de réfléchir au niveau de l'Union entière pour certaines réglementations. Mais bien sûr, les autres pays et les autres organisations syndicales devront en rediscuter. De toute façon, le modèle chez nous est bon du point de vue économique et social. Alors, deuxième point, je ne voudrais pas l'approfondir, mais juste y faire allusion. Vous l'avez peut-être entendu lorsque j'ai pris la parole tout à l'heure. Au sein de la directive, l'objectif représenté par le Creditors Committee
À plusieurs endroits de la directive, on pourrait avoir l'impression que c'était juste la promotion de la masse, donc optimisation de la masse pour les créanciers, comme si c'était l'objectif. Les adhérents du système français ne devraient pas être très heureux de cela, car ce n'est plus le maintien de l'emploi et la continuité de l'entreprise qui est déclaré comme objectif, mais le plus d'espèces ou de cash, d'argent possible. Et pour nous, les organisations syndicales, il est important d'élargir ces objectifs. Mais c'est peut-être un point supplémentaire dont il faudra discuter lorsqu'on parlera des objectifs, qui n'a pas encore été approfondi lors du dernier panel, mais à mon avis, il faudra en discuter. Je vous remercie. Permettez-moi de faire 2 remarques. Tout d'abord, concernant votre remarque. À mon avis, la directive n'exclut pas du tout que des membres des syndicats ou des représentants des travailleurs puissent être nommés au sein du Creditors Committee. Mais je suis quand même d'une opinion différente concernant l'objectif déclaré du maintien de l'emploi. Je ne pense pas que ce serait utile. Donc, il faudrait quand même se concentrer sur les créanciers dans le cadre du droit de l'insolvabilité. Une remarque importante encore. Aujourd'hui, on dit que les motifs d'insolvabilité n'ont pas été harmonisés. C'est un manque, un déficit de la directive. Mais moi, je pense que c'est difficile et donc je comprends tout à fait la Commission. De ce point de vue, du point de vue allemand, je serais prudent lorsqu'il s'agit de revendiquer leur harmonisation, parce qu'en règle générale, cela ne va pas nous permettre d'entrer plus tôt dans la procédure, mais l'incapacité ou l'insolvabilité sera encore plus flexibilisée, certainement en Allemagne. Donc, moi, je voudrais juste vous demander d'être prudent si vous demandez une définition claire des motifs d'insolvabilité. Je dois encore faire 2 remarques quand même. Concernant les Creditors Committee, on a parlé de France, les Pays-Bas, l'Allemagne, on en a beaucoup parlé, où on peut partir du point de vue que le système fonctionne, que les administrateurs et les tribunaux sont sérieux et savent ce qu'ils font. Mais le législateur européen doit aussi penser aux autres États membres où ce n'est pas si évident que cela. Cette qualité n'est pas donnée, garantie partout. Donc l'introduction d'une structure de contrôle supplémentaire du côté des créanciers est tout à fait utile, peut-être pour établir un équilibre et permettre un certain contrôle exercé par ceux qui, en fin de compte, souffrent de cette situation. Concernant l'harmonisation des motifs d'insolvabilité, l'insolvabilité, oui, là, il y a quand même au titre 6 une tentative voilée d'harmonisation concernant les micro-entreprises. On y dit que les États membres doivent développer une définition d'insolvabilité dans le cadre de ce genre de procédure. Et si je fais cela, bien sûr, je le fais au global, en général. Donc, définition qui est facilement identifiable également pour les personnes qui ne sont pas expertes. Mais si on aboutit à ce fait-là, on aura une définition très stricte de l'insolvabilité, car la définition dans le système allemand, si je ne suis plus capable de payer mes dettes échues, je suis insolvable. C'est une définition qui est très facile et qui est compréhensible pour tous. C'est plus difficile de dire « d'accord ». Mais s'il ne s'agit que de 10%, ou ceci, ou cela, ou si je peux payer dans 2 semaines, tout de même. Donc, lorsqu'on établit ces restrictions, ça devient plus compliqué. Et se pose la question, est-ce qu'on veut vraiment donc une définition très stricte mais simple? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce serait plus flexible, mais plus compliqué. Du point de vue de l'administrateur, pas d'objection, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile d'un point de vue macroéconomique. J'en doute. Oui, justement, la dernière remarque a clarifié une nouvelle fois que ce n'est pas si simple qu'on pourrait le souhaiter. Et cette table ronde a montré aussi que, comme toujours, le temps ne suffit pas de discuter des sujets qu'on voulait discuter. Concernant l'asset tracing, peut-être encore une remarque, si vous le permettez. Si les
réglementations concernant les micro-entreprises vont être mises en œuvre, alors cette procédure doit tout de même, on peut partir du point de vue que cet aspect n'y sera pas pris en compte. Et ça, c'est une raison très, très importante qui parle contre une réglementation, contre les micro-entreprises. Mais ce n'est pas ma table ronde. Et j'en suis heureuse d'ailleurs, mais j'attends avec une grande anticipation les contributions de cet après-midi. Je vous remercie pour votre attention et peut-être pendant la pause, pendant le break, on pourra continuer l'un ou l'autre entretien. Merci beaucoup.